Merci de nous retrouver en live sur Twitch pour la grande preview de la Coupe du Monde sur Bureau Oval. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça y est, ça arrive lentement, sûrement. Ça fait plusieurs mois qu'on l'attend. La Coupe du Monde en France, c'est dans quelques jours avec un France-Nouvelle-Zélande qui va être incroyable. Et pour en parler aujourd'hui de cette Coupe du Monde et de ce match, les amis, c'est un plateau de Ligue des Champions que je vous propose avec... Oh là là, regardez-les comme ils sont beaux. Regardez-les comme ils sont beaux avec un retour en plateau. Je vous donne ma chemise d'Alexandre Priam. Il se passait des choses juste avant quand même. Aka le coffre à ballon. Comment ça va moi Alex? C'est pas On va te faire venir toi. On va te faire venir à l'entraînement, tu vas voir. Tu vas voir. Je suis pas sûr. Voilà. Bah écoute, ça va. Mais je suis très très content que tu sois de retour. Petit passage en France pour la Coupe du Monde du coup. Exactement, ouais, petit retour en France pour la Coupe du Monde. Fallait bien, hein, tu vois, essayer quand même de se reconnecter un peu au rugby français pour cette Coupe du Monde. Beaucoup de boulot. Les amis, le rugby, c'est parfait. C'est surtout que c'est plaisir. Et Aymeric Milan du coup. Ouais, bah ouais. Mais à l'heure de Los Angeles, c'était compliqué. Ouais, puis c'est ce qui m'a fait revenir, hein, vraiment. Bah, salut mon Jo. Bah, pareil, Coupe du Monde. Écoute, on va faire des commentaires de tous les matchs. On est parti, hein. Ça va être incroyable. Parti, ça va être grand. Hein. On a un programme, les amis, qui est très sympa. Alors, il y a plein de rendez-vous. On vous a résumé ça en 3 rendez-vous principaux sur cette Coupe du Monde-là. Le lundi, on va toujours se retrouver sur le petit bureau, sur la chaîne Twitch d'Aymeric, sur 18h. On se fait 2 heures et en gros, on va revenir sur tous les matchs. Matchs internationaux. Donc vraiment, on va prendre le temps. Souvent, ici, on débriefera vraiment l'équipe de France, le 15 de France. Et dans le petit bureau, ça nous laisse le temps et la latitude de parler des autres nations qu'on va à un moment donné affronter, je pense. Puis il y aura l'avion de la Coupe du Monde. Et il y aura l'avion de la Coupe du Monde, bien évidemment. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, vous allez vous régaler avec l'avion de la Coupe du Monde. Les bus. Et le rendez-vous en plateau, chaque lendemain de match des Bleus, on se retrouve en plateau ici à 10h. On sera en live sur Twitch, sur la chaîne First Team 101. Et après sur YouTube, pour ceux qui ne peuvent pas être présents, parce qu'il y a certains matchs des Bleus qui sont le jeudi. Donc des fois le lendemain, vous bossez. C'est pas grave, ce sera en replay sur YouTube, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on va regarder, le programme des Bleus pour voir le sommaire d'abord. Évidemment, parce qu'en fait, dans une première partie, on va parler de l'équipe de France. Il est en reprise, hein, Joseph. Je suis en reprise. Il rentre de vacances à peine. Il est en livre. Le sommaire, le voilà, de cette première partie d'émission. La France mérite-t-elle d'être championne du monde? Est-ce qu'elle est prête pour être championne du monde? Vous allez nous répondre, les gars. Je suis chaud d'entendre vos avis. Et on va se poser aussi la question de la compo des Bleus face aux All Blacks. Le tout premier match, c'est face à la Nouvelle-Zélande. Et il y a 2 hommes qui sont plus là, Ntamak et Danty, notamment Ntamak c'est pour l'ensemble de la Coupe du Monde et Danty c'est pour le premier match. Et on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut les remplacer? Et on va se poser la question, est-ce que les joueurs qui vont les remplacer sont à la hauteur? Le calendrier des Bleus... T'as oublié un blessé qui est très important pour moi, mais t'as oublié quand même Baye. C'est vrai. Le calendrier des Bleus, le voilà, donc match contre les Néo-Zélandais le 8, donc ça c'est à Saint-Denis. Et après... la poule des Bleus, si vous ne la connaissez pas, il y a l'Uruguay, la Namibie et l'Italie. C'est peut-être la poule la plus relevée de cette Coupe du Monde. La poule B aussi, elle est quand même sympa. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu peux pas démarrer par des conneries pareilles. Mais attends, la poule, la nôtre, mais la poule B, elle est la poule B. Oh non, elle est pas gaise. On a 2 équipes faibles. La poule D? La poule D est cataclysmique. Voilà, la poule C. Ensuite, la poule A est moyenne. Je suis absolument pas d'accord. Moi, je trouve que notre poule est plus dure que la poule B. Mais n'importe quoi. Plus dur en quoi? Parle-en aux Gallois si leur poule elle est pas compliquée. Uruguay, Namibie, c'est la fête 2. Regardez, voilà les poules des Bleus qui ont été faites en l'an 2000. C'est la poule B. Elles ont été faites en l'an 2000, donc elles sont pas du tout équilibrées, hein, les poules. On va clairement se le dire. Mais par rapport au classement IRB, qui a été fait il y a 4 ans. Mondial du côté A et B. Donc c'est Kata quoi. Le classement. Donc bon, c'est pas parce qu'elles ont été faites il y a longtemps les poules, donc c'est pour ça que. C'est pas on va te laisser reprendre le fil. C'est la première fois de l'histoire. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais en fait, c'est la première fois de l'histoire où t'as un tel changement, un tel chamboulement en 3 ans du classement mondial et donc des plus grosses nations et des plus grosses forces en présence. Après, voilà, le déclin anglais.
Bon, bah, fallait bien qu'il arrive à un moment donné, celui-là, voilà, c'est bon. Et, Je veux non, dire mais qu'il dépasse nos espérances quand même. il y a beaucoup de. Bah, en fait, le déclin australien, le déclin anglais, c'est vrai qu'il dépasse nos espérances. Le déclin gallois, bon, bah, c'est des choses qui arrivent et qui étaient Ouais. Ça peut-être arrive les trois en même envisageables. temps, c'est quand même agréable. On va pas- Mais le truc, c'est que ils ont annoncé que suite à ça, ils changeaient leur système de Ah, bien tirage. sûr. Donc, au moins, c'est bien, ils s'adaptent. Ouais, C'est la première fois que ça arrive de l'histoire et bon, bah, c'est une connerie. Pour nous, on est tous un peu blasés, mais voilà, on aura des gros quarts de finale. Mais au moins, ils vont changer ça pour la prochaine en Australie. On est super, ouais, non. Donc, première partie du coup sur l'équipe de France, les amis, avec un France-Nouvelle-Zélande qui est très attendu. On va se poser la question, est-ce que les Bleus sont prêts pour leur Coupe du Monde? C'est parti. Alors, ces Bleus-là, du coup, vous avez vu la poule des Bleus avec ce premier match qui est évidemment très très attendu. On le rappelle, on va pas refaire toute la chronologie, mais Fabien Galtier est arrivé après la dernière Coupe du Monde. Il y a Pendant la dernière Coupe du Monde. pendant la dernière Coupe du Monde, c'est vrai, il était adjoint sur la dernière Coupe du Monde au Japon. Et depuis, il y a un énorme travail qui a été fait. Aymeric, est-ce que aujourd'hui, 4 ans après 4 ans de mandat de Fabien Galtier, tu estimes que les Bleus sont véritablement prêts pour cette Coupe du Monde? Oh bah franchement, alors je veux bien voir le mec qui me dit qu'on n'est pas prêt pour cette Coupe du Monde. Il a basculé, il a fait changer une équipe qui avait 50% de victoire à 86% de victoire. Il balance, il rend 80% de victoire. Et en gros, tu as une équipe qui devient redoutable, qui est craint par tous. Il a battu toutes les nations mondiales. Ça y est, en ayant battu les Fidji, c'est bon. On a battu donc le top 10 au moins une fois. Bah honnêtement, oui, cette équipe elle est prête. Maintenant, on verra sur la Coupe du Monde. Elle n'est pas toute seule à prétendre au titre mondial, clairement. Mais c'est une équipe. Dire qu'elle n'est pas prête après ces 4 ans de mandat, pour moi, ce serait du foutage de gueule, quoi. Alex, t'es d'accord? Prêt? Oui, non, mais je suis d'accord sur le mandat de 4 ans. Clairement, l'équipe de France est largement plus forte qu'à 4 ans. Dans ce sens-là, on peut évidemment dire qu'elle est prête. Après, je trouve à titre perso, qu'on a changé quand même 2-3 petits trucs dans notre jeu par rapport à 2022. Et je sais pas si on a encore tout assimilé sur les petits réglages qu'on a fait là ces derniers mois. Donc oui, on est prêt. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt comme grand favori? On n'est pas au-dessus des autres favoris. Voilà, pour moi non, exactement. Alors qu'on l'était en 2022 à mon sens. Et en 2023, je pense qu'on s'est fait un tout petit peu rattraper, sans non plus être en dessous des autres. Mais voilà, le retour des autres grandes nations est arrivé, il fallait s'en douter. Aujourd'hui, l'équipe de France est prête, mais au même titre que les autres. Alors que tu m'aurais dit en 2022, je t'aurais dit l'équipe de France est prête, mais pas les autres. Il y a eu une prépa du coup de 4 matchs. Alors certains ont dit que c'était trop, d'autres pas assez. Ah oui, c'est trop. Est-ce que pour toi c'est trop? Évidemment que c'est trop. Du coup, le premier match, il n'existe même pas. Mais pourquoi du coup c'est trop? Est-ce que c'est trop? Ça veut dire que les Bleus, en gros, ils ont réussi leur prépa ou pas pour toi? On rappelle 3 victoires, une défaite contre les Écossais. C'est dur à dire si elle est réussie cette prépa. Oui, elle est réussie en termes de résultats. Le premier match, Galtier, dès le match face aux Fidji, il dit on a 2 matchs dans les pattes. Il avait complètement évacué le premier match à Édimbourg parce que pour lui, c'était en fait plus une opposition qu'autre chose. Soit. Après, il l'a perdu, ça l'arrange bien de l'oublier. Mais sincèrement, est-ce que c'est une bonne prépa? Oui. Est-ce que c'est une prépa solide, extraordinaire? Non, tu vois. Enfin, je suis désolé, c'est pas la prépa de l'Afrique du Sud qui humilie le Pays de Galles au Millennium et qui bat la Nouvelle-Zélande ensuite à Twickenham. Tu vois, Et qui perd lamentablement le Rugby Championship. Oui, mais non, mais c'est important de prendre tout en compte. Tu vois, t'as vu la même équipe entre le Rugby Championship et l'Afrique du Sud Et bah justement, en fait, l'équipe qui joue contre les All Blacks vendredi dernier là. Bah, c'est une équipe qui est dans un rythme, qui est dans un pic de forme différent du pic des All Blacks. Je suis désolé. Les All Blacks, on n'en sait rien. On n'en verra. On n'en sait pas rien. On a vu le match. On verra ce vendredi si les All Blacks sont mieux ou pas. Mais ils n'ont pas besoin d'être mieux. En fait, c'est ce que il y a une super interview de Labitte dans le middle où en gros il explique que justement la France, comme la Nouvelle-Zélande, n'ont pas besoin d'arriver prêt tout de suite. L'Australie a besoin d'arriver prêt. L'Écosse a besoin d'arriver prêt. Dans ce cas-là, alors Thibaut Giroud, il dit pas que le pic de forme c'est pour le premier match. Bah ça c'est peut-être une connerie, mais en fait tu peux pas ne pas le dire. En fait tu peux pas ne pas le dire parce que tu peux pas dire on galvaude le premier match. Mais la vérité c'est que ton pic de forme il va arriver contre l'Italie et le quart de finale. Moi je demande à voir.
Je demande à voir on le aussi. voit, et Après- c'est clair en fait, il le déclare comme quoi que- on n'est pas obligé d'être prêt, il fallait Oui, jouer des d'accord. équipes qui étaient obligées d'être prêts, donc qui allaient être supérieures à nous physiquement. Que sur C'est cette ce qu'on prépa, a on joué. est monté en puissance, oui. Qu'on ait joué des grands adversaires, non. Pour moi. Est-ce que justement, fallait jouer des gros adversaires, sachant qu'une prépa, on a bien senti aussi que Fabien Ça aurait Galtier, été intéressant. en gros, pour ces joueurs qu'il appelle des joueurs premium, pour ceux qui n'ont pas suivi la Un peu plus prépa, que ça. Fabien Galtier Ça. a décidé que certains titulaires s'appelaient des joueurs premium. Donc le premier match contre l'Écosse, il a décidé de ne pas mettre ces joueurs premium. On a perdu, il a apparemment un peu changé de politique en mettant des joueurs premium. Aujourd'hui, Aymeric, physiquement déjà, est-ce que tu as eu l'impression que physiquement, Fabien Galtier a plutôt bien géré son groupe pour arriver contre les Néo-Zélandais et aussi, toi tu le dis, sur l'ensemble de la compétition, à un niveau de forme acceptable? Je vais dire en fait, je suis pas prépa physique, donc c'est que ce que j'observe. Moi j'ai envie de faire confiance au staff. Pour le coup, ils ont démarré le 1er juillet. À Monaco, ils ont fait un stage de physique, ils avaient les jambes lourdes. Il y a aussi l'interview d'Entamac où il dit qu'il se sentait fatigué, etc. Il rentrait dans sa chambre d'hôtel, il était pas bien le soir. Non, il était fatigué, mais en Voilà. même temps, tu fais une grosse prépa, t'es fatigué, c'est normal. Oui, oui. C'est Ah, mais ça veut dire qu'elle est peut-être pas bien adaptée par rapport à ceux qui ont fait des grosses on n'en saisons. sait rien, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Que... Après, il dit pas ça pour rien non plus, hein, Romain Tamac. Non, mais Romain Tamac, il dit juste ça pour expliquer son état de forme. Et il dit que, quand on lui demande est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs, il dit bon, c'est vrai que moi, quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, je suis fatigué. Plus Bon, que d'habitude. oui, mais en même temps, le mec, il vient de se faire une saison de ouf, il vient de s'enchaîner je sais pas combien de Et saisons. pourtant, il était bien géré par Hugo Mola. Hein. Enfin, je veux dire, le temps de jeu était quand même. S'il y a bien un club en France qui a géré ça, c'est le Stade Toulousain, c'est pas Ça, La je suis Rochelle. d'accord, je suis d'accord avec toi, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je pense que physiquement, ils sont bien et la prépa, elle est logique. À un moment donné, il part avec un groupe de 42, voire plus, dans sa tête. Et donc, du coup, ces 42, il fallait qu'il affine sa liste pour les 33. Ouais. Donc, ensuite, pendant un mois, ils ont les joueurs. Après le premier match, les mecs titulaires sur le premier match, c'est les mecs qui sont à la marge. C'est les mecs qui sont dans le doute. Et du coup, il fait son premier match. Ensuite, je pense que, suite à la défaite, il veut pas se mettre le public à dos. Donc il y a un côté, bon, là il faut qu'on arrête les conneries, il faut absolument qu'on gagne, parce qu'on a bien vu que l'Écosse était bien plus prête que nous physiquement. Il faut pas qu'on tombe dans un fiasco où sur nos matchs de prépa, on enchaîne 2 défaites. Parce que si on perd le public, on peut perdre beaucoup plus gros, tu vois. Donc que ça reste sur du journalisme ou des observateurs qui sont un peu critiques, ça va. Mais si tu perds le grand public sur ta Coupe du Monde, là c'est dangereux. Mais d'ailleurs, je vois là, en live sur Twitch, on vous a posé la question, est-ce que le 15 de France est favori pour le titre? Vous avez répondu oui à 64% quand même. Donc il y a Mais dire la seule favorite ou parmi les favoris? le 15 de France favori pour le titre. Voilà, donc oui, donc en gros il y en a 66%. C'est élevé. Et ce qu'on remarque en gros, c'est qu'il y a une attente du public Évidemment. qui est présente, ce qui est normal. Ils nous ont montré des belles choses. Est-ce que pour vous, on a souvent raillé sur les dernières années, alors pas ce groupe-là nécessairement, une friabilité mentale de l'équipe de France. Aujourd'hui, est-ce que Alex, tu as la sensation que ce groupe-là, il est prêt pour affronter cette attente du public? Parce qu'en fait, peut-être que ce groupe-là n'a pas le droit à autre chose que d'être champion du monde. La pression, elle est gigantesque. Enfin, elle est gigantesque, la pression. Après, est-ce que l'équipe de France a les joueurs pour supporter cette pression? Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'on a ces joueurs-là qui sont faits différemment, quoi. Enfin, c'est une des certitudes et des trucs impressionnants qu'on vit depuis 4 ans. Après, malheureusement, on ne sait jamais avant le premier match. Tu vois. En 2007, je pense qu'on avait le même discours. Et on perd le premier match face à l'Argentine. En 2007, t'es pas favori de ta Coupe du Monde. Non, mais c'est pas d'ailleurs que ta Coupe du Monde, mais tu la partages avec d'autres. Mais tu arrives avec une équipe quand même qui est énervée. Et tu fais partie des favoris quand même, des favoris. T'es Là- plutôt outsider, je pense. Honnêtement, Je sais pas, si on je sais pas. chipote un peu, honnêtement. Tu vois l'équipe qu'il y a, je sais pas. oh, Mais c'est on une, sait pas. c'est une époque Je où veux le dire- Sud détruit le Nord. Aujourd'hui, le vrai changement de pôle, il est là. Il est que le Nord regarde dans les yeux le Sud. Et c'était pas arrivé depuis que je connais, depuis que je vis le rugby, depuis 90. Je sais même pas si c'est déjà arrivé en fait. Oui, mais je pense que c'est une question de. Enfin, je pense que le Covid a fait des dégâts. Le Covid a fait des dégâts, bien évidemment. Dans le rugby du Sud, ça a été très compliqué. Mais pour revenir à ta question, je pense qu'on n'a jamais eu des joueurs aussi prêts mentalement pour ça. Après, on saura vendredi. Je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer là-dessus. Il y a un monde où on implose. En termes de pression, on prend un rouge à la 10e et on implose ensuite. C'est pas impossible. Ouais, mais si Même t'imploses sur si, ce premier match, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas grave, parce qu'on a une poule éclatée, je te le rappelle, Joseph. Ouais. On va la regarder après la poule, mais Mais donc puisqu'on voilà, finit donc, sur le mental. Oui, il doit y avoir une fête.
Est-ce qu'une victoire moche suffirait? Probablement. Est-ce qu'une défaite belle serait grave? Je suis pas sûr. Malgré tout, j'ai confiance dans cette équipe. Il y a que des gagnants, il y a que des winners dans cette équipe, quoi. Ouais. Franchement. Mais tu parles de défaite, mais moi je vais être très dur, mais j'attends absolument rien d'autre que le fait qu'on soit champion du monde. Enfin, je serais évidemment terriblement déçu. Là, il parle du premier match. Il parle du premier match pour le coup. Après, oui, mais en fait, moi je serais terriblement déçu, bien évidemment. Je pense qu'on a l'équipe pour être championne du monde. Il y a beaucoup d'astres qui s'alignent, donc tu te dis c'est maintenant ou jamais. Parce qu'à un moment donné, tu commences à stresser. On ne sait pas quel jeu va être pratiqué dans cette Coupe du Monde. Et honnêtement, on a des indications. On sait que le temps de jeu va être conséquent. On va être sur des bases de 45-46 minutes de temps de jeu effectif. Donc clairement, j'attends de voir quand même. Je pense que ça va jouer à ce niveau-là avec beaucoup de rythme. En tout cas, c'est les volontés des nouvelles règles et c'est la volonté aussi des équipes. Hein, vraiment, tu vois, les équipes très fortes, ça tient le ballon pendant très longtemps. Ouais. L'Écosse, ça, c'est tenir le ballon. Ouais, mais nous, on prend le chemin inverse, donc faut qu'on. On verra. Mais en gros, oui, tu perds cette Coupe du Monde, t'es déçu. Maintenant, en quart de finale, tu peux tomber contre le futur champion du monde. Et c'est ça qui est dur, c'est que tu peux perdre en quart de finale de ta propre Coupe du Monde. Notre finale est probablement là. Et c'est pas, et ça sera pas si honteux que ça. Enfin, il faudra voir les conditions. Bon, moi, je le souhaite pas, hein, bien évidemment. Moi, j'espère qu'on va rouler sur l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Écosse. Mais on verra. Il y a quand même 90% de chances que le champion du monde soit dans notre partie de tableau, quoi. Que ce soit nous, l'Afrique du Sud, ou la Nouvelle-Zélande, quoi. Ouais, non, clairement. Et on va regarder d'ailleurs la poule des Bleus pour s'attarder un peu plus précisément dessus. On verra du coup que le premier match, c'est contre la Nouvelle-Zélande. Après, on enchaîne avec l'Uruguay, la Namibie, l'Italie. Alors au-delà du niveau des équipes, les gars, c'est l'enchaînement des matchs, Aymeric, qui, pour toi, si je comprends bien, est un enchaînement qui est favorable aux Bleus. Bah oui. Idéal. Bah, tu démarres ta compétition face à l'équipe la plus forte de ta poule. Donc comme ça, t'as l'info. Ouais. T'as déjà l'info. Et t'as un mois pour te préparer pour l'écart. Est-ce que t'as un match coup près contre l'Italie? No offense à nos amis uruguayens et namibiens, mais normalement, si tu prends pas le point de bonus contre ces équipes, bon bah t'es pas invité du tout. Et cette équipe de France-là, je pense qu'il y aura pas de problème. Donc, t'auras un 8e de finale contre l'Italie. Mais tu le sais en fait. Soit t'as battu les Blacks et tu continues ta prépa serein et tu vises le quart, soit tu perds contre les Blacks et du coup t'auras un match coup près contre l'Italie. Et ce match coup près contre l'Italie, faudra pas passer à côté parce que l'Italie, ça progresse, clairement. C'est pas l'Écosse, ça reste une nation, on va dire 5e, 6e du 6 nations, tu vois. Ouais. Mais ça reste une nation qui progresse, qui propose du jeu et sur un match à 200% qui peut enflammer totalement et nous mettre une clim. Ah bah les mecs, s'ils se disent on bat l'équipe de France, on est en quart. Attention. Mais... Un match à la mort. Hein. Ah oui. Match à la mort, clairement. Donc, moi, je préférais qu'on gagne le Black pour éviter cette pression populaire, cette grosse pression avant le match, même si je suis d'accord avec Alex quand tu as dit tout à l'heure, cette équipe est surprenante. On a l'impression que la pression, ça coule sur eux. Maintenant, conditions Coupe du Monde et tout, on verra. Mais d'ailleurs, dans ce que disent les joueurs, on a l'impression qu'il y a une communication qui est assez cohérente. Il y a Antoine Dupont, par exemple, Alex, qui dit ce premier match contre les Blacks, il n'est pas décisif. Bah non, il n'est pas décisif par définition, puisque tu as deux nations qui passent par poule. Donc il aurait été décisif si par exemple tu avais un troisième gros comme l'Écosse. Pareil, no offense à l'Italie, mais bon voilà. Mais si tu as l'Écosse à la place de l'Italie, ta poule elle devient très solide. Là, tu changes le braquet. Tu as les Fidji à la place de l'Italie, ta poule c'est pas la même. Hein. Oui, voilà. T'aimes bien les Fidji, donc je pense que du coup, effectivement, c'est pas décisif. Après, c'est aussi un moyen de changer un peu de pression. Ouais. Enfin, pour avoir suivi tout ce qui s'est passé du côté de l'équipe de France, tu sens qu'il y en a. Et je veux dire, c'est normal. C'est normal. Et Fabien Galtier, il en met aussi. Fabien Galtier, j'ai l'impression que ça le fait marrer. Mais bon, voilà. D'en rajouter toujours un petit peu de la pression. C'est maintenant notre histoire. Tu vois, le storytelling, Fabien Galtier. Non, mais... Ça a l'air de marcher. Ouais, moi, ce qui m'inquiète un peu... Ça a l'air de marcher. Ça marche toujours quand ça gagne. Mais quand ça se vautre, attention. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que là, j'ai l'impression qu'il est dans l'over-émotion. S'il pleure pas, il explose, quoi. Je le trouve vraiment trop dans le... Et il faut qu'il se détende, là. Faut qu'on arrive en mode conquérant. Faut pas qu'on arrive en mode l'émotion, tu vois. Après, tu vois, pour bien suivre l'équipe de France, elle a jamais été aussi peu accessible depuis le début du mandat. Et après, c'est normal, c'est une prépa de Coupe du Monde. Sur la préparation. Mais là, il n'y a plus une interview. Pourtant, ils sont restés en France. Oui. D'ailleurs, ça a été un vrai choix de la fédération et de Fabien Galtier. Il a dit, vous voyez... l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, ils se prennent du jet lag, ils enchaînent les matchs, ils se pètent.
nous, on est en France, on prend pas de jet lag. Bon, on se pète aussi, mais au À la moins, base, ils voulaient on est un en en Guyane France. quand même. Mais, Monaco, Cap-Breton. Ah ouais. à la base, ça devait être en Guyane. Hein, Ah ouais, je sais pas. Donc, Après, tu vois, C'est pas grave, Cap-Breton, c'est juste à côté. Hein. je vais te dire, tu vois, Étonnant du Cap-Breton, coup qu'ils disent ça. Cap-Breton dans un camping, etc. Mine de rien, ça reste une France accessible. Moi, j'ai des tonnes de potes en vacances qui Oui, mais tu peux aller les qui ont voir, fait des photos avec Non, mais leurs je parle gosses avec et la tout. avec la et- presse, c'est. Ouais, mais tu vois, en fait, ça reste le 15 de. Je trouve que dans la com et tout, dans ce qu'ils font, c'est intelligent. Tu vois, quand tu dis si ça perd. Bah, j'espère que si ça perd, on jettera pas tout. Parce que honnêtement, ça a bien bossé. Et cette équipe de France-là, elle fait kiffer. Et en plus, elle crée un truc avec son public. Et ça fait du bien. Parce que je peux te dire que 2019 au Japon, bon, il y avait des petits jeunes qui allaient, on était contents, mais Enfin, on y allait sans aucun espoir. Tu vois. ouais, on y allait vraiment en mode, bon, on s'en fout, quoi. Et là, on a créé cet amour avec ce 15 de France. Même des gens qui suivent le rugby de loin s'y intéressent. C'est un vrai événement. Et ce 15 de France, il fait plaisir. Le rendez-vous tous les ans du 6 Nations, il fait plaisir. Après, j'ai bossé tard hier soir sur des trucs. L'équipe de France m'inquiète sur un petit point. Alors justement, on va parler effectivement du jeu des Bleus. Alors on va séparer en deux pour faire le plus simple possible. C'est ce que tu as fait. En attaque, en défense, on va d'abord regarder l'un ou l'autre, Antoine, comme tu veux. En attaque, du coup. Et là, Alex, vas-y, explique-nous ce que tu as voulu montrer avec ce tableau où il y a beaucoup de chiffres, mais il va tout vous expliquer, Alex. Alors, j'estime qu'en 2022, on est la meilleure équipe du monde. On fait grand chelem. Et c'est pour nous l'année de référence. Pour moi, c'est l'année de référence du mandat de Galtier. On voit qu'on a 48% de possession, quasiment 49%, 56% d'occupation. Donc, on tient un peu la balle, mais on occupe pas mal. On marque, Plus. on marque moins en 2022. En 2022, on marque un petit peu moins. Tu parles de. On fait un petit peu moins de passes, on parcourt beaucoup moins de terrain et on joue un peu plus au pied. En 2023, avec moins de ballons, on est plus efficace, on marque plus. On fait beaucoup plus de chemin parcouru ballon en main, on joue un peu moins au pied, plus de passes. On sent qu'on a redirigé un peu plus le jeu vers les mains et c'est intéressant et on marque plus. Je pense qu'offensivement, il y a une progression qui est assez linéaire entre 2022 et 2023. Sur ce point-là, tu te dis, bon, l'équipe de France, elle a un vrai cadre en attaque qui commence à être cohérent. Et d'ailleurs, face à l'Australie, en fait, ça s'est vu quand Danty prend l'axe 2-3 fois et qu'il arrive à franchir, quand Dupont joue rapidement ou il part au ras des rucks, il se passe des choses. Et d'un coup, il y a du soutien parce qu'en fait, l'équipe de France, elle est beaucoup plus connectée qu'avant. C'est normal, c'est l'expérience collective. Mais en défense, j'ai un problème. En défense, j'ai un petit souci et vous pouvez le voir sur le tableau. En 2022, on prend qu'1,7 essais par match. Donc 18 points par match, on fait 10 fautes par match, 89% de plaquage réussi, 24 joueurs de l'équipe de France sont battus par les adversaires dans une rencontre. En 2023, on prend un essai de plus par match, on commet plus de fautes, on plaque moins bien, alors tout est lié évidemment, j'ai un petit souci avec la défense de l'équipe de France. Comment l'expliquer ? Hier on en discutait avec Aymeric sur le terrain, peut-être moins agressif. La rush défense. Les adversaires aussi. Les adversaires aussi qui se sont adaptés, bien évidemment. Qui sont surtout, je crois qu'on joue quand même des équipes un peu plus fat. Je sais pas, pas nécessairement. Hein. En 2022, on joue l'Afrique du Sud et l'Australie aussi. 2021, on joue. Non, 2022, on joue l'Afrique du Sud. Ah ouais. Exact, et alors, moi, la question un peu naïve que je te pose, c'est il y a un changement de style des Bleus. On l'a vu par une baisse d'occupation, de baisse de possession, voulu, pas voulu. Comme vous voulez, avec cette fameuse phase de Galtier qui a parlé de dépossession. Tu restes dans la dépossession, en fait. Tu restes, voilà. Mais tu restes dans la dépossession quand les autres veulent aller vers la possession. Mais est-ce que, on est en marge, hein. Est-ce que encore plus le changement de t'es toujours clinique. C'est toujours clinique offensivement. Est-ce que c'est pour ça, du coup, Aymeric, pour toi, que t'es un peu moins bon en défense ou c'est juste des éléments comme... parce que tu subis plus, un peu plus. Parce qu'au bout d'un moment, au rugby, si t'arrives pas à récupérer le ballon une fois, deux fois, trois fois, tu te mets à la faute, tu vois. T'es inquiet comme Alex défensivement ? Pas du tout. Pas du tout, parce que je vais te faire une réponse à la con. Si tu marques un point de plus, t'as gagné. Et on voit une équipe de France qui prend plus, mais qui marque plus. Donc pour moi, je trouve ça cohérent. Un essai d'écart par match, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais t'es sur ton truc d'attaque, c'est quasiment un demi-essai de plus. Sachant qu'on en mettait déjà beaucoup plus. Ah oui, donc le ratio est négatif. Le ratio est négatif, ça dépend de où tu pars. En fait, en soi. Franchement, 2,7 essais par match, c'est quand même pas rien, quoi. Mais prends en compte le nombre de points qu'on marque et le nombre de points qu'on prend. Et on a 10 points d'avance à chaque fois. On est passé de 10 à 7, quoi.
Mais en gros, moi je suis pas inquiet. Ça veut pas dire qu'on va pas se faire avoir défensivement, tu vois. Mais c'est sûr qu'on est moins sur cette défense ultra agressive. On est sur une rush un peu plus contrôlée. On est sur. Après, ça dépend encore une fois. T'es en rush sur certaines zones du terrain. Parfois, T'es en tu l'es glissé pas. sur certaines zones Voilà. du terrain. C'est logique. Et du coup, t'es d'accord que si tu laisses un peu plus la balle et que t'as du mal à récupérer, c'est le physique qui commence aussi à rentrer en compte. Bah, tu subis un peu plus, t'as Bah, moins c'est la les balle. temps de jeu, quoi. Voilà. C'est que il y a plus de le ballon étant plus vivant sur le terrain. Forcément, au bout d'un moment, t'es amené à faire des fautes. Et c'était là où c'est comme ça que l'Écosse nous a mis en difficulté aussi. Ouais. Après, honnêtement, au final, quand une équipe de France en rythme bat cette équipe d'Écosse, et là une équipe de France pas en rythme bat cette équipe d'Écosse. Donc moi, je suis assez confiant parce que j'estime que cette équipe, en fait, elle a une manière de jouer qui est très compliquée à désarçonner. Parce que mine de rien, on a quand même une bonne défense. Mais ça, c'est dans un cadre où c'est l'équipe de France qui dicte son jeu. Ben non, en fait, l'équipe de France, elle n'a pas besoin de dicter son jeu. C'est Oui, d'accord. allez-y, mais dès qu'on va prendre un ballon, on va gagner 100 mètres et on va marquer un essai. C'est ça qui est dangereux avec l'équipe de France. Tu l'as vu contre l'Australie, on est oui, capable d'accord, de tenir 15 On en a minutes dans déjà notre parlé. camp. L'Australie, pour moi, n'est absolument pas un match référence. Peu Pas du importe, tout. c'est une idée, c'est un concept. L'équipe de France est capable de subir, est capable de faire le dos rond. L'équipe de France va peut-être concéder du terrain, mais l'équipe de France va concéder très peu de points. Et l'équipe de France, par contre, sur un ballon de récupération, va vite te ramener chez toi et va te mettre à la faute parce que tu passes d'attaquant à défenseur Bien sûr. beaucoup trop vite. Et ça, c'est très Et rapide. beaucoup trop vite à des zones du terrain qui changent. Et mais, C'est-à-dire que t'es dans les l'Afrique 22 du Sud mètres fait adverses. pareil. L'Afrique du Sud fait pareil. Les grandes nations font pareil, L'Afrique concrètement. du Sud Mais l'Afrique particulièrement. du Sud, C'est là où tient ils le sont ballon. forts. L'Afrique du Sud, pour moi, c'est l'anti-France. C'est un style de jeu. Mais l'Afrique du Sud tient le ballon, ça n'a rien à voir. C'est Oui. que l'Afrique du Et Sud, quand ils l'ont pas, ils sont terribles. Ouais, d'ailleurs, sur une belle défense. on en parlera plus tard de l'Afrique du Sud et ça va être très intéressant de voir où est-ce qu'ils sont placés. Voilà pour le jeu global des Bleus. On va pouvoir se tourner un tout petit peu complètement même vers France-Nouvelle-Zélande. C'est vendredi à 20h45 et on va regarder la compo des Bleus parce que pendant cette prépa, malheureusement c'est une prépa, il y a des joueurs qui se sont pétés et on va se poser la question quelle va être la compo des Bleus contre les Néo-Zélandais. C'est parti. Et la première question qu'on se pose, on va voir la compo, c'est que c'est Romain Ntamack s'est blessé et donc malheureusement en 10, le 10 titulaire qui s'était fait sa place depuis 4 ans, il y avait eu un moment un taille-taille avec Jalibert, Romain Ntamack avait pris le maillot, aujourd'hui Jalibert est remplacé. Aymeric, est-ce que... alors déjà factuellement, pour toi, tout simplement, qu'est-ce que change? C'est quoi cette compo là? C'est la compo théorique, on va en parler, t'inquiète Ouais, pas. On va en T'inquiète pas. discuter, ouais. Compo théorique, mais on va en discuter. Elle n'est pas scandaleuse, je pense que tu es capable. Non, elle est pas Tu te coupes pas la main, t'es pas capable de me dire je me coupe la main si c'est ça, tu vois. Ça peut être ça. Bref, on va en parler tout à l'heure de Gros, de Moefana. Voilà, t'inquiète pas Alex, t'inquiète pas. Ouais. D'abord, on parle du 10 avec Jalibert. Qu'est-ce que ça change factuellement d'avoir Jalibert à la place de Ntamack, Aymeric? Ça change ton système défensif, tu défends, ton 10 n'est pas dans la zone 10, c'est ton 12 qui est dans la zone 10 et ton 10 est dans la zone 13, donc ça change juste ça. Après couverture, on couvre le troisième rideau avec le 10 et le 15, ça change rien, Jalibert il sait faire, ça change pas plus de choses que ça, juste tu dois t'adapter à la qualité du joueur et à ses défauts. On sait très bien que Romain Ntamack défensivement c'est le meilleur 10 qu'on ait en France et c'est peut-être même le meilleur 10 défensif qu'on dans le monde. Je sais que Mounga est un très bon défenseur, là j'ai pas d'autres idées qui me viennent, mais honnêtement en termes de 10 qui défend bien, il y en a pas beaucoup. Donc clairement la zone 10 c'est toujours une zone qui est visée, on sait très bien que les 10 ils passent leur temps à se recoiffer plus qu'à défendre. Je sais, je joue 10 à faible niveau, mais concrètement, ça change ton adaptation à ce niveau-là. Ça change, moi, ça et ça change plus que le tu banc. crois, je pense. Et ça change, je pense, l'adaptation au niveau du banc, puisque Ntamack est un 10 qui peut passer 12. Et ça, c'est un élément dans ta composition de ton 6-2, donc 6 avant 2 3 quarts sur le banc, qui change. Ça change plus que ça pour moi. Le fait de placer Jalibert en défendant en deuxième centre, parce que c'est ça en fait l'idée, hein, c'est qu'on décale tout le monde. Si t'as Danti qui est là, ça change rien. Le problème c'est qu'il n'y a pas Danti. Donc tu vas avoir Ficou qui va défendre 10 et il te faut un bon défenseur en 12. C'est pour ça que pour moi, Moefana ne part pas, je pense, en starting
Je vois plutôt Arthur Vincent parce que c'est un meilleur D'accord. défenseur. Mais en fait, C'est dans ce sens-là. Moi, je ça, m'arrête, chose. je m'arrête là-dessus, Alex, sur ce que tu dis. Tu vois un jeu de domino, mais comme Emeric, où dans le système défensif vient un changement. Mais du coup, vous confirmez Bah, que pour moi, il faut tu as- non, mais- intégrer de la défense, quoi. tu as totalement confiance en Jalibert pour être Sûr. un remplaçant digne de ce nom de Romain Tamac. Bien sûr. Mais on parle- Il y en a qui ne sont pas d'accord. Certains Mais- voulaient mais- Antoine mais- Astoy, alors, certains Ami voulaient Toulousain. Thomas Ramos. Ami toulousain. Ouais, pas que. Bien pas sûr. que. Jalibert est un meilleur attaquant que Romain Tamac. Voilà. C'est ce que je pense sincèrement. Après, en termes de, si tu regardes la globalité du joueur, je Il crée trouve que beaucoup Romain Tamac- d'incertitudes. Honnêtement, Voilà. quand il a le ballon dans les mains, c'est compliqué. Jalibert, c'est un gars qui est super difficile à lire. Enfin, je veux dire, quand tu joues contre lui, si tu ne plaques pas la prise de balle, il y a gros danger quand même. Enfin, franchement, on l'a vu. Hein, Il est très rapide. face à l'Australie, quand on a pris le score, c'était inouï. Tu regardes un petit peu les stats, 7 victoires avec Dupont. Tu vois, et puis il y a Dupont. Enfin, je veux dire, en fait, il y a Dupont. Ouais, c'est vraiment Dupont le métronome de cette équipe de toute manière. C'est lui qui annonce tout ce qui est placement combi. Bien évidemment, il attend d'avoir des informations de son 10, de sa ligne arrière, de Ramos aussi qui s'intercale. On joue avec un système avec 2 10 comme beaucoup. De toute manière, en tout cas deux meneurs de jeu, on va dire derrière le 10 et le 15. En fait, Jalibert, j'ai l'impression que des gens ont complètement occulté qu'en équipe de France, bah, c'est à chaque fois un succès en fait. Quand il on a a dû voulu mettre pallier, les deux. quand il a dû pallier à une première blessure Ah, une d'Entamac première blessure de et Netamak. que le mec il enchaîne et tout, on Parce était qu'aujourd'hui, tous en train il de a se 8 dire- associations avec Dupont, il a de l'expérience en plus avec cette équipe. et on était en train de se dire, c'est qui le plus fort entre les deux, on met qui, c'est qui le numéro 1? On a mis les deux carrément. C'était quand même assez compliqué, tu vois. Ouais, ouais. Et donc Et ce quand on a mis joueur-là les a deux, on a disparu. mis Tamac Il a en disparu, il s'est volatilisé dans la tête des gens. Bah non, c'est toujours le même gars. On il a est toujours associé ce les gamin. deux à un moment pour tenter Après, même d'avoir les après, deux. après, il y a un délit de sale gueule sur Mathieu Et il y Jalibert. a un autre élément aussi, c'est la saison d'Astoy, qui a remis le doute. Parce que Astoy avec La Rochelle, il a pris des risques, il a changé de club et il est champion d'Europe. Oui, Et, non, mais et bien honnêtement, sûr. il sort des matchs de patron. Donc c'est sûr que le niveau d'Astoy a commencé à mettre des doutes. Mais à un moment donné, c'est des doutes positifs. On est en Bien train sûr. de se dire qui Oui. est le plus fort. On n'est pas en train de se dire oh putain, c'est quoi le moins bon choix. Et c'est ça la différence. Ouais. Donc voilà pour ce poste de 10. Ouais, vous avez compris que Emeric et Alex sont confiants sur Mathieu Jalibert. On va s'intéresser maintenant à la suite de cette compo avec un deuxième élément très important. Alors c'est pour le premier match. Romain Tamac, lui, il est absent sur toute la compète. En revanche, Jonathan Danty, lui qui est le joueur qui a le plus joué sur la prépa des Bleus, on connaît l'importance de Jonathan Danty depuis en fait que Virimi Vakatawa malheureusement a arrêté le rugby. Jonathan Danty, bah, il va pas être présent parce qu'il s'est pété aux ischio. Alors c'est pas sûr. Ouais, il y a quand il y a même eu- 99% Ah bah de il y a- chance. il y a beaucoup de messages qui disent écoutez, il y a eu une alerte, il y a de fortes chances qu'il soit pas là, C'est vrai qu'il y a mais il y a un mince espoir. il y a une chance pour Mais qu'il est-ce soit que là. ce serait un risque quand même énorme, surtout qu'on a évoqué le côté non totalement décisif du match contre la Nouvelle-Zélande. Emeric, l'absence potentielle de Jonathan Danty, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as reçu l'alerte Jonathan Danty va manquer le premier match Ah, je me suis contre la dit, Nouvelle-Zélande. ça fait beaucoup là. Voilà, c'est ça. Je me suis dit le même de Mister V, quoi. Tu vois, genre vraiment, c'est un peu relou. Parce que c'est un élément important. C'est un premier porteur. C'est un mec qui est dur sur la défense. Et c'est surtout un mec qui nous fait avancer centre du terrain. C'est-à-dire que dans notre stratégie, c'est un maillon très important. Et donc, ce truc-là m'embête parce que. Bah, on l'a pas ça. On l'a Parce plus en qu'un mec magasin. puissant qui prend le centre du terrain et qui prend le centre du terrain pendant 45 minutes et à la 46e minute, en fait, il joue dos et t'as 10, 12, 13 qui sont baisés, et ben ça va nous manquer ça, tu vois. Ouais. Donc oui, maintenant, on s'adapte. Encore une fois, c'est le groupe France. Et honnêtement, qu'on mette Vincent, Moefana, Boudéan, et j'exclus bizarrement pas Boudéan de l'équation, Bah non, petit titulaire. et bah je te jure que j'ai une théorie Après, là-dessus. pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que sincèrement, C'est je la pense même qu'il va mettre que Moefana. c'est la même que Jaminé Ailé. C'est un truc. Ah non, que, non mais C'est un truc qui tu verras peut-être Paul en Coupe du Boudon est un Monde. joueur de rugby à 7 aussi, hein, donc attention. En fait, Il Boudéan, il a un vrai profil intéressant. Moi, vraiment, je faisais partie des mecs qui disaient non, mais bon, faut arrêter de transformer les gars. Mais en fait, physiquement, il est en capacité de. Et je me dis que t'es Jordi Barrett, t'es mon gars. Si en face de toi, t'as un 12
qui est un avant, parce que dans ta tête, c'est un avant, est-ce que tu surjoues pas? Est-ce que tu déjoues pas? En fait, est-ce que mine de rien... Pas face au All Black, mais pourquoi pas le tenter face à la Namibie ou l'Uruguay? Non mais là, en l'occurrence, c'est clairement là le souci, tu vois. Ouais, Moi, je me demande si c'est pas un élément... C'est un truc qui peut arriver, Paul Boudéan. Est-ce que ça te désorganise? Moi, je crois que ça n'arrivera pas. Mais je me dis, surtout ça peut être une idée. C'est pas un message dingue non plus. Après, les messages, on s'en fout, on fait pas du social. Mais t'as Moefana, t'as Vincent. On est d'accord que Boudéan existe. Alors pour ceux qui ne savent pas, Boudéan a travaillé en 12 Galtier en a parlé. Dans la tête du staff. Et son frère qui est exactement le même profil physiquement, il joue 12. Il est centre ou ailier. Hein, donc voilà. Et en gros, pour le staff, on a 2 utility backs, 2 utility players, donc des joueurs capables de jouer devant, derrière. On a Makalou qui peut jouer 3e ligne ailier, et on a Boudéan qui peut jouer 3e ligne centre. Après, l'avantage, si tu mets Yoram Moefana ou Arthur Vincent, d'ailleurs vous allez me dire si vous mettez l'un ou l'autre, c'est que là par contre tu as 2 mecs qui peuvent être décalés aussi sur l'aile. Donc ça vous offre quand même un truc en plus. Moi, non mais potentiellement c'est quand même... Vincent peut jouer à l'aile. En tout cas il peut jouer plus à l'aile que Paul Boudéan. C'est ça que je veux te dire. C'est vrai. Donc après, est-ce que tu mets plus, parce que elle existe Paul Boudéan, mais on va pas rester là-dessus parce que c'est quand même minime. Est-ce que tu mets plus Arthur Vincent, Yoram Moefana, et quelle est la différence entre les deux, Alex? Alors, Danty, parce que d'abord, il faut partir du profil de Danty. Danty, comme le disait Émeric, c'est un gars qui va percuter, qui va faire très mal à l'équipe adverse offensivement, et au moment opportun, il va jouer dans le dos et ça va faire très mal. Défensivement, c'est probablement le meilleur ou le 2e meilleur orateur de l'équipe de France. C'est un excellent plaqueur, il lit bien les défenses, donc c'est un profil très complet. Ni Vincent, ni Moefana ne remplissent tous ces critères. Donc on va forcément avoir un petit peu de débours là-dessus. Moefana est très dynamique, explosif. Il est capable de... Je pense qu'il est plus rapide évidemment que Jonathan Danty. Il encadre. Ouais, il est très très bien. Après, il a un profil, je pense, un peu moins défensif. Dans la lecture notamment, je le trouve un peu en dessous, quoi, voilà. Alors que Arthur Vincent, offensivement, n'a rien montré depuis son retour de blessure, et il n'y aurait aucun problème qu'il ait perdu de la vitesse. Ce serait normal après toutes ces blessures très graves, on le rappelle, au genou. Arthur Vincent, offensivement, il n'a pas du tout les qualités pour moi de Yoram Moefana, ni même celles de Jonathan Danty, a priori. On l'a pas vu. Dans le côté 12 performant, etc. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Et quand il a essayé, il manquait un petit peu d'explosivité. Après, ça va revenir peut-être. Hein. Attention, je fais pas une croix sur ça. Par contre, défensivement, c'est très solide. Donc, on a soit un profil un peu plus offensif, soit un profil un peu plus défensif. Moi, je reste persuadé que face à Rieko Ioane ou face à Barrett, je pense qu'il va falloir quand même être sur un profil défensif. Je pense que Vincent est là pour ça. Je ne vois pas dans quel autre cas de figure Arthur Vincent joue. Donc tu mets Ficou 12, Vincent 13? Non, je mettrais Vincent. Parce que Ficou 12, on l'a vu plein de fois. Hein. Oui, mais d'ailleurs, ils ont passé une slide. Mais en fait, le sens de Ficou 12, c'est que c'est moins de boulot, c'est moins d'ajustement défensivement quand Jalibert doit basculer 13, quoi. Après, c'est ça le truc, c'est qu'en gros... Mais bon, offensivement, moi, je suis pas à l'entraînement tous les jours. Si Vincent est capable encore d'avoir un peu d'explosivité et de taper, pourquoi pas? Pourquoi pas voir où on peut le placer Ouais, peut-être plutôt Ficou. Mais si tu mets Ficou 12, pour moi, il faut mettre Moefana en fait, parce que Moefana, j'ai l'impression que dans la tête du 15 de France, c'est pas un 13. Mais c'est un 13. C'est un pur 13. Non, je mettrais Vincent 12, Ficou 13. Pour avoir en plus un jeu au pied intéressant un peu plus loin de Jalibert. Et vous pensez, là aujourd'hui, tu penses que ça va être qui, Émeric? Je pense que c'est Moefana. Tu penses que c'est Moefana? Moefana, il a fait quand même reculer Tuipulotu. Hein. C'est vrai contre les Écossais. Pour moi, c'est un élément quand même assez déterminant. Mais je peux que aller dans le sens d'Alex quand il dit que Arthur Vincent est un meilleur défenseur. Ouais. Oui, franchement, c'est une spécialité, hein, franchement. Je suis d'accord avec ça. Donc en gros, c'est un choix. Mais tu y perds offensivement a priori aussi. Après, quoi qu'il, là où tu perds un truc sur Danty, c'est que t'enlèves un gratteur. Parce que quoi qu'il, Vincent ou Moefana, et on l'a vu sur la prépa. Eh ouais, le grattage, il est important. Hein. Ça c'est dur de perdre ça. Mais le grattage, il est important. Surtout pour le retour sur la suite. Moi, je suis pas Arthur Vincent, mais si j'étais Arthur Vincent et je sais que je perds de la vitesse et que j'ai perdu des qualités athlétiques avec mes blessures, je travaille le grattage. Et je pense que... Mais tu peux le gratter, tu vas pas devenir Jonathan Danty. Non, mais ça se travaille. Moi, je pense que ça peut se travailler. Il faut l'avoir, il faut accepter de se faire... Voilà, mais il faut le travailler. Ah, clairement. La suite de la compo, avec t'as tilté tout à l'heure, je le sais, mon Alex, sur Jean-Baptiste Gros. Jean-Baptiste Gros, donc pilier gauche, donc Cyril Baye, absent, un des meilleurs piliers gauche de la planète.
absent sur le début Enfin, de la compétition. Selon certains sites, le 7e meilleur pilier gauche de la planète. Oui, c'est vrai qu'on a vu des. frauduleux. C'était quoi? C'était sur Twitter, Non, mais Alex. c'est un site. mais c'est écossais, c'est Sudaf. Je sais pas ce que c'est Sudaf inadmissible. ou écossais, je sais plus. Et ça a pas de Mais nationalité, Marchand était 7e talonneur aussi, bah, c'était scandaleux. Bref, Cyril Bay est absent. Et alors la question se pose, est-ce que ça va être Jean-Baptiste Gros? Est-ce que ça va être Reda Wardy? Reda Wardy, merci. Mais Jean-Baptiste Gros a joué toute la prépa, Alex. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que Reda Wardy, il a eu une saison de malade mental et il a joué 25 matchs alors que Gros, il a joué 10 matchs dans la saison. Mais Jonathan Danty aussi. Pourtant, c'est le mec qui a joué le plus dans la prépa. Mais bah ouais, mais parce que je pense c'est plus facile de faire jouer. Je pense que le poste de pilier est beaucoup plus important. On parle de remplaçants là. Hein. Il n'y en a aucun des deux qui pourrait arriver à la cheville de Cyril Bay. Hein. Faut quand même bien le savoir. On parle pas d'un titulaire qui, non. On parle de toute façon de solutions de rechange. Donc ce sont des solutions de rechange, donc ce sont des joueurs qui sont moins à même de faire performer l'équipe de France sur cet axe-là, même s'ils ont beaucoup de talent. Hein. Attention, on parle du Graal, mais c'est pas Cyril Bay. Et donc forcément, tu as des joueurs qui ont moins de qualité. Et pourquoi tu préfères Wardy à Pourquoi je préfère Wardy? Gros Je pense que c'est un meilleur pilier en mêlée, déjà. Il y a quand même des arguments cette saison, non? Il est champion d'Europe. Voilà. Jean-Baptiste Gros. Il est champion d'Europe en étant important dans le système. Ouais, complètement important. Et il est maintenant capable de jouer, pas aussi bien que Cyril Bay, mais faire jouer dans le dos. Il est capable de jouer en pivot, ce que fait très bien Antonio. Je suis désolé, moi Jean-Baptiste Gros, on m'a toujours vendu un joueur qui, ballon en main, fait des différences. Je l'ai pas vu de la prépa. Alors qu'il a joué énormément. Il a beaucoup joué. C'est le deuxième joueur qui a le plus joué. Mais, c'est un truc de ouf. expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. J'avoue que j'ai du mal. Je comprends pas. Je suis assez d'accord avec Alex là-dessus, c'est-à-dire que moi ce qui m'a mis le doute, c'est qu'en effet, il le met soit titulaire, soit remplaçant sur les 4 matchs de prépa. Donc je me dis, ok, soit il manque de rythme, soit il veut le voir absolument, soit il y avait cette histoire de les finalistes du top 14, étaient mis un peu de côté, tu vois, genre les Rochelais et Toulousains, on les met un peu au repos. À ça, Antonio aussi, tu vois, Antonio mais à un moment donné, t'es en mode... s'il le met, faut savoir que Gros, c'est son remplaçant de Bay pendant le tournoi où on est Grand Chelemmard. Oui. Donc, il a peut-être une entière confiance en Gros. Peut-être que Servat lui dit écoute, Gros, c'est efficace. J'en sais rien. Moi, ce que je vois sur les matchs, c'est que je vois un Gros en difficulté, beaucoup de fois pénalisé en mêlée, et je veux pas un Slimani 2, tu vois, ou en mode quoi qu'il fasse, le pauvre, comme il est tout le temps pénalisé, les arbitres l'ont dans le viseur, donc c'est chiant. Et la mêlée va être un élément ultra important de cette Coupe du Monde. Et là où on a une petite chance contre les Blacks, c'est que justement, leur première ligne, elle est pas au niveau de la première ligne des All Blacks historiques. Donc à un moment donné, il faut qu'on les tue là-dessus. Il faut vraiment les tuer sur notre première ligne. Donc Wardy. Moi je mets Wardy, quoi. Mais je mets Wardy. Il y a encore un autre changement dans la compo qu'aimerait kiffer. Ah, ça m'intéresse. Non, parce que... Non, mais vas-y, allez, on remet la compo parce que justement, j'allais vous demander, sur la suite de compo, il n'y a rien à dire. Assume-le, vas-y. T'as encore quelque chose à dire sur la suite de la compo? Et la blessure de Danty, enlève l'option. Ah oui, c'est clair. En fait, la blessure de Danty, elle évite un autre problème. Pour moi, Moefana joue 12. Donc si Moefana joue 12, je peux pas mettre... Si Vincent est 12, est-ce que tu enlèves Villiers? Non, mais de toute façon, Villiers sera là. Moi, je dis juste que Gabin-Villiers... je suis désolé, il m'a pas du tout convaincu sur ces matchs de prépa. Non, toi tu mettrais Louis Bielbiarré face au All Black. Non, je mets jamais Louis Bielbiarré, mec. Non, il met Moi, vraiment, Louis Bielbiarré, je le mets contre la Namibie et l'Uruguay. Prends tes caps, mon gars, progresse et on revient. Mais tu serais pas serein de voir Louis Bielbiarré quand il annonce la compo? Clairement pas. Non, mais très sincèrement, pas du tout. Pas du tout. Non, mais tu voulais quand même un peu enlever Gabin Villiers parce que pour toi c'est un troisième ligne. Donc, En fait, Gabin Villiers, je trouve qu'il est exceptionnel dans le dépassement de fonction, mais le dépassement de fonction implique de faire la fonction première. Qui est d'être ailier en fait, de défendre sur son aile, de pas perdre des 1 contre 1 mais avec l'absence de Danty et de créer des différences. T'as besoin de gratteur, donc t'as besoin de Villiers. Merci. Et c'est pour ça que Merci Joseph. c'est pour ça que avec la blessure de Danty, t'es obligé. Tu vois, tu me lances fort dessus. Mais moi, au moment où je te parle de ça, il y a encore Danty dans l'équation. T'as raison. Là, il n'y a plus Danty dans l'équation. Gabin Villiers est sur le terrain. Non, mais ça a plein de sens. Il faut un gratteur derrière. Ouais. Après, l'absence de Danty fait que tu as Moefana ou Vincent sur le terrain. Donc, tu as un centre qui peut être décalé et lié. Donc, en fait, tu n'as plus nécessairement besoin sur le banc de changer ton banc. Parce qu'avec Danty, ça aurait été un peu différent. On voit le banc, les gars. Attends, en théorie, on le connaît. Ah bah alors là, ce banc-là. Là, il va y avoir des questions. Montre-moi ce banc. Alors, on a fait un banc avec Antoine. Pour ça, il faut prendre des pincettes là. Falatea, Movaka, Wardy. Du coup, à voir. Woki, Falatea. Boudéan. C'est dans la tête de Galtier, c'est le Fuku, Jaminet. Non, il n'y aura pas d'utility. Alors, Jaminet ou Astoy? Il n'y aura pas de utility. Si?
Non, à la place de Boudéan. Non, Alors en gros- qu'est-ce que vous Non, feriez manque un comme banc. banc en gros, ça va être soit Boudéan, soit Macalou, et il y aura Tao. Il y aura Tao. Oui, il y a C'est Tao beau, Fifenoa beau, d'ailleurs, Non, mais c'était- mon Antoine. Antoine, à un moment donné, il revient de vacances. Voilà. Hier, il a regardé Provence Eh, le vert. il travaille 25 heures sur 24, Antoine. On va certainement pas lui dire quoi que ce soit. Après, s'il travaille mal, on peut rien lui dire. Il est en train de rien le lui changer dire. là. Mais il aime pas Il est Tao en train- Fifenoa. Non, moi, mon banc il est simple, c'est Movaka, Gros, Aldeguerri, Taofi Fenoa, Boudéan. Mais jamais de la vie, t'as pas Boudéan. Et je vois pas pourquoi tu mets pas Falatea et tu mets Aldeguerri. Sur le niveau, on est d'accord, mais il va mettre Falatea, c'est son finisher. Je sais pas, je suis pas sûr de ça. Aldeguerri, à un moment il y avait une question de s'il était en compétition avec Ouais, mais Antonio. Aldeguerri, il y a un an, il est même pas dans le groupe France. Ouais, mais Ah, il est Aldeguerri, même pas là, sélectionné, il est dans est le- même pas invité à Marcoussis. En fait, Falatea, Aujourd'hui, tu crois qu'il va être remplaçant? Non, mais Falatea, tu peux me dire combien de minutes il a fait en match de prépa? Est-ce qu'il est pas à court de rythme, l'ami? Est-ce que Falatea, tu prends pas des risques? il a fait une entrée, je crois. est-ce qu'on vraiment Ah, c'est on dans- met Boudéan et Ah, si, Macalou je l'ai. Non. Bah, ou alors on fait un 7-1 et voilà, et c'est Pourquoi la pas tendance et on s'excite et voilà. Pourquoi on ferait pas un 7-1? Parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de faire un 7-1, on fait pas un 7-1. Donc t'enlèves Jaminet, t'enlèves un mec qui est capable de te mettre la pénalité de la gagne à la 60e. De 60 mètres à la 80e. Non, ça se défend. Mais Bah, moi, non. Donc si je te suis, on garde Lucu et Géminet. Ouais. Et du coup, nos 2 troisième lignes sont 2 utilities. Et on voit comment on les dispose ensuite. En fait, t'as besoin que d'un seul utility. Bah c'est qui ton autre troisième ligne alors? Bah, c'est Woki. Ah oui, bah Pardon, T'as Romain. t'as oui, c'est Woki, ça. Tao. Et t'as- Pardon et- Romain. Pardon Romain. Pardon Romain, c'est beau ça, bravo. Non, 33 il est minutes. fort. Non, il est fort, il réagit. 33 super vite. minutes, Falatea. 33 minutes. Bon, bah c'est quand même. Il fait Voilà. partie des derniers des mecs qui a pas du tout joué. 33 minutes, c'est moins que Joseph Donc- ce soir, donc c'est quand même. C'est long, 33 minutes. 33 minutes, c'est hyper long. T'es un Attends, fou, toi. Excuse-moi, Je sais pas, excuse-moi, le Pardon. militaire. Pardon. Sorry. sorry. Non, mais apparemment, à Los Angeles, tu Ouais, vois, il a pardon, pris du galon, le J'ai mec. pas parlé de moi, j'ai parlé de Joseph. J'ai Excuse-nous. parlé de Joseph. Le reproducteur. Non, plus sérieusement, moi je sors Macalou de l'équation. Tu sors Macalou du banc? Oui. Mais Bah, de toute façon, il y aura un choix entre Macalou et Boudéan, c'est un choix évident. Et il va mettre Macalou. Bah, je sais pas en fait. Bah, je suis pas Ah, mais sûr. c'est vrai, là-dessus, je À suis partir du moment où totalement t'as certain. Moefana sur le terrain, Moefana peut jouer à l'aile, Ficou peut jouer à l'aile. Si t'as un Boudéan qui dans sa tête peut jouer au centre, et ben il peut le mettre au centre. Ouais, il s'en Par contre, si c'est Vincent qui est titulaire, il faut quand même un ailier. Moefana, il viendra pas sur le banc. Mais Arthur Vincent, il peut jouer à l'aile. Non, mais ils Vraiment. seront ou titulaires, les Ah, je crois deux, que ou ça, absents. Il est ailier en demi-finale, finale de top 14. Bon, ok, il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi. Moi, Mais- je il est pense très fort à je l'aile. pense qu'aujourd'hui, dans la tête de Galtier, Macalou est plus un ailier qu'Arthur Vincent. Peut-être. Et Mais, c'est probablement le mais cas. est-ce que Et- Macalou, dans la tête de Galtier, est pas plus un ailier qu'un troisième ligne Probablement C'est ça aussi. le problème aussi. Probablement Ouais, aussi. Ouais. La compo des Bleus, du coup, elle va tomber mercredi à quelle heure? Bon, on sait pas exactement. Je crois que j'ai vu mercredi 16h. Mercredi, je sais pas, il y a France Rugby dans le chat, peut-être ils peuvent nous préciser ça. C'est cool. Donc voilà, en tout cas, voilà, il y a quelques questions, en tout cas, encore sur la compo des Bleus, même si on a quand même une colonne vertébrale qui est très très claire sur les titulaires. Hein. Ces axes, et cette troisième ligne dont on parle pas. C'est rassurant. Et qui est quand même incroyable. Hein. Bah oui, après, en fait, à partir du moment où il y a Évidemment qu'on Moefana, met les culs, les gars. bien sûr qu'on met Lucu. Non, je sais Mais, pas, Couillou, il a fait quasiment tous les matchs. Hein, donc, enfin, il a fait tout. Ouais. Non. Couillou, il a été Non, quasiment- Non, il y avait Serein, il y avait Lucu Serein, il y avait. Couillou, il a On a fait fait Couillou. 69 minutes, 21 minutes, et Lucu, il a fait 11 minutes et Ils ont fait que 2 62 matchs. minutes. Ok. Ils ont fait 2 matchs tous les deux, ils ont joué le même temps. Voilà. Donc rendez-vous du coup mercredi pour la compo de l'équipe de France. Et quant à nous, on va passer à une autre partie et on va se poser la question à qui sont les adversaires des Bleus. Et c'est dans la prochaine vidéo. C'est parti.